Hello à tous, ici Claire Virose et bienvenue dans un nouvel épisode d'Oser la reconversion, le podcast dédié à la reconversion professionnelle à quelques stades qu'elle en soit. Je suis Claire Virose, ancienne avocate, j'ai tout plaqué pour réaliser mon rêve. Je reçois ici chaque lundi un nouvel invité qui a osé la reconversion. Bonne nouvelle, le podcast Oser la reconversion a maintenant une page Instagram. Retrouvez-nous sur @oser la reconversion et vous pouvez aussi suivre les actualités du podcast sur le groupe Facebook dédié aux auditeurs. Je vous mets le lien dans la description de l'épisode. Si vous aimez le podcast, abonnez-vous, ça encourage énormément le podcast et surtout laissez un petit commentaire sur Apple Podcast, ça nous aide énormément, merci. Dans l'épisode précédent, vous avez découvert le Calvados avec le témoignage de Marie-Emmanuelle qui a quitté le stress de la vie parisienne pour venir s'installer dans le Calvados avec sa famille et ouvrir son entreprise de coaching. Ce projet qui lui tenait tant à cœur a été grandement facilité par Accueil Installe Calvados. Que vous envisagez simplement de déménager dans le Calvados ou que vous ayez déjà fait vos cartons, le Calvados veut vous accompagner, vous et votre famille, pour faire de votre nouvelle vie un changement réussi. Accueil Installe Calvados est un service sur mesure, gratuit, mis en place par Calvados Attractivité, l'agence du conseil départemental du Calvados. Il est ouvert à tous les actifs et toutes les professions, dont les professionnels de santé et de la filière équine. En s'appuyant sur les services des 16 communautés de communes du département, Accueil Installe Calvados vous accompagne et facilite votre installation à travers 5 prestations clés. L'équipe d'Accueil Installe Calvados vous renseigne et vous fait découvrir votre futur cadre de vie grâce notamment à des itinéraires en autonomie, vous accompagne dans les démarches d'inscription scolaire et la recherche de modes de garde de vos enfants, recherche un logement qui vous correspond en mobilisant son réseau de partenaires. Les visites peuvent être organisées sur une journée selon vos disponibilités. Vous aide à la recherche d'un emploi pour votre conjoint grâce à la mise en relation avec ses partenaires emploi qui favorise l'accompagnement, la diffusion du CV et les rencontres avec le réseau. Recommande l'offre de loisirs, sportifs et culturels selon vos centres d'intérêt pour profiter de votre futur cadre de vie et vous sentir chez vous. Alors si vous souhaitez provoquer le changement de vie que vous attendiez en étant accompagné par des professionnels dans votre démarche, n'attendez plus et rendez-vous sur le site internet www.vivredanslecalvados.com. Je vous mets le lien dans la description de l'épisode. Aujourd'hui, j'accueille dans Oser la reconversion Paula von Grut. Après avoir travaillé en tant que bras droit de Cristina Cordula, Paula est devenue astrologue. D'origine brésilienne, Paula arrive en France à 18 ans pour étudier la philosophie en classe préparatoire Hippocagne. Elle se dirige ensuite en études de sciences politiques puis marketing et communication à Sciences Po Paris. À la fin de ses études, son oncle, Paulo Coelho, lui propose de s'occuper de sa communication digitale. Paulo Coelho est le célèbre écrivain et auteur du livre L'Alchimiste, un des tout premiers livres de développement personnel, paru en 1988 et vendu à plus de 320 millions d'exemplaires dans le monde. Paula ouvre alors le blog de Paulo Coelho et ses réseaux sociaux à l'heure de la naissance des blogs et des réseaux sociaux sur Internet. 4 ans plus tard, c'est Cristina Cordula qu'elle rencontre à une soirée d'expat brésilienne qui lui propose de travailler avec elle. Paula sera le bras droit de Cristina Cordula pendant une dizaine d'années et sera notamment rédactrice en chef de son émission télé Magnifique by Cristina sur Teva. Après un peu plus de 10 ans avoir été bras droit et consultante pour Paulo Coelho et Cristina Cordula, Paula est lassée d'être le messager de quelqu'un d'autre, comme elle le dit. Elle a besoin de délivrer son propre message. Elle a finalement, littéralement, une révélation, car elle entend une petite voix lui dire « Et si tu devenais astrologue ?» Elle décide alors de se former à Londres et de changer de vie. Aujourd'hui, Paula est astrologue, artiste collagiste et auteure. Elle a notamment écrit des livres pour enfants avec son mari et un livre S'initier à l'astrologie. Elle fait des consultations astro et également fait des formations pour apprendre l'astrologie. Alors avec Paula, on a évoqué les débuts des blogs et des réseaux sociaux, comment elle travaillait avec Paulo Coelho et Cristina Cordula, la réalité derrière les émissions de Cristina Cordula, sa passion pour l'astrologie, comment l'astrologie est une véritable science qui a été malheureusement oubliée, son art et ses livres, et surtout, comment elle jongle entre 1001 métiers et sa vie de maman. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Paula. Bonjour Paula, bienvenue dans Oser la reconversion, je suis ravie de t'accueillir. Merci Claire Vie, bonjour, merci beaucoup d'avoir pensé à moi pour cet épisode. Alors j'ai trop hâte que tu nous racontes tout ce que tu fais parce que tu as eu un peu 1001 vies. Est-ce que tu peux nous raconter ce que tu fais maintenant ? Je suis astrologue, artiste,
auteure et je fais aussi de la communication web. Alors, à la base, tu avais fait Sciences Po. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment tu avais choisi de faire Sciences Po et puis tes études et ton premier métier? En fait, je suis arrivée à Sciences Po un peu par hasard, ce qui peut paraître un peu bizarre, mais en fait, donc je suis d'origine brésilienne et j'ai fait mes études en fait à l'école française un peu partout dans le monde parce que mon père était diplomate. Donc j'arrive au bac, j'étais à Pékin au moment du bac et je savais que je voulais étudier en France. Mon rêve, c'était d'étudier la philosophie à la Sorbonne. Et en fait, on m'a très vite dit, regardez, si vous voulez avoir une bourse d'études, vous pouvez pas faire la Sorbonne. Et moi, j'ai dit, pourquoi? Elle dit, parce que le gouvernement français ne t'aidera que si tu fais une école prépa, une grande école. Et c'est là, en fait, où j'ai découvert le système à deux vitesses, qui avait l'université pour la plupart, et puis, le système accéléré pour les autres. Et donc moi, je tombe un peu du perchoir, quoi. Je pensais que la Sorbonne c'était le nec plus ultra, et en fait, je découvre que non. Donc, pour avoir cette bourse d'études, parce que j'avais besoin d'une bourse, je dis ok, je fais une école prépa. Et là, on me donne les écoles prépa, et je me dis bon, laquelle est la plus proche de la Sorbonne? Et donc, je vais à Louis-le-Grand. Je fais une année d'hypocagne là-bas. Ça m'a pas plu parce que d'ailleurs j'étais extrêmement déçue par le prof de philo. Ça a toujours été ma matière préférée. À chaque fois j'ai eu que des profs que je détestais. Et en fait je me dis je peux pas continuer ici. J'ai pas envie d'être dans ce système. Ça va pas du tout. C'était trop strict pour toi, tu dirais, trop carré? Pire que ça en fait. C'était du bachotage. Et c'est pas apprendre à penser, c'est apprendre à bachoter. Et moi, c'est un truc qui me mettait très très mal à l'aise. Et là, je vois qu'il y avait des personnes qui étaient en train de faire des dossiers pour Sciences Po. Et là, je pose la question, mais c'est quoi Sciences Po? Sciences Po, c'est une école, c'est une grande école. Et on fait, il y a de la philosophie politique. Je dis, tiens, la philosophie politique, c'est un truc qui m'intéresse. L'histoire et tout ça. Et je dis, très bien, je vais faire mon dossier. Je vais envoyer un peu comme une bouteille à la mer. Et j'ai été admise sur dossier et du coup j'ai intégré Sciences Po. Donc quand une fois à Sciences Po, je me suis dit ouais, c'est super intéressant, c'est beaucoup plus ouvert, je trouvais. Il y avait aussi l'année Erasmus qui se présentait comme ça et je me dis ouais, je vais pouvoir partir en Angleterre parce que j'adore l'Angleterre. Et c'est comme ça en fait que j'étais à Sciences Po un peu par hasard, quoi. Et donc, toi, tu es brésilienne d'origine. Et quel est ton lien avec la France? Comment tu expliques un peu cette envie de venir étudier en France? En fait, la famille de mon père, à l'origine, était française. Donc, j'ai un nom français. Paula Van Grut, c'est mon nom de scène. Mais mon vrai nom, donc le nom de mon père, c'est un nom français. Et donc, on était genre 5e ou 6e génération au Brésil. Et quand mes parents, ils m'ont tout de suite scolarisé à l'école française parce qu'ils se disaient, comme ça, elle apprend quand même la langue et si elle a envie de faire ses études après en France, elle peut le faire, quoi. Donc, c'était un peu très vite, je me suis dit, j'ai envie de faire mes études en France, j'ai envie de partir là-bas. Et donc, finalement, tu étais plutôt spécialisée dans la communication, donc tu t'es éloignée petit à petit de la philosophie. Comment ça s'est passé pour toi? En fait, ce qui s'est passé dans mon parcours, en fait, d'abord à Louis-le-Grand, puis à Sciences Po, c'est que plus j'avançais, plus je me rendais compte que je voulais pas, en fait, être dans un système hiérarchique, administratif, pyramidal. Alors, plus j'avançais, plus j'avais cette impression de dire ok, j'ai vraiment pas envie d'avoir un N+10 au-dessus de ma tête. J'ai pas envie de bosser pour un ministère. Donc j'ai un côté libertaire qui est très très fort. Et plus ça avançait, plus je me disais quand j'ai dû choisir en fait pour le master à Sciences Po, c'était le début. C'est justement quand Sciences Po était en train de devenir un peu une business school. Il y avait marketing et communication. Et je me suis dit, tiens, c'est ça que j'ai envie de faire parce que marketing et communication, ça permet, surtout la communication, ça me permet d'être dans quelque chose de plus, genre travailler en agence, ça peut être beaucoup plus petit, quoi, genre quelque chose, ou même indépendant. Je voulais vraiment pas être dans une grosse machine, quoi. Et c'est ça, en fait, qui m'a aiguillonnée vers ça. Et quand j'ai fini mes études, j'ai eu la possibilité, en fait, de tout de suite commencer avec la communication digitale pour un écrivain brésilien, Paulo Coelho. Et donc, c'était au tout démarrage, en fait, des blogs, 2005-2006. Hein. C'était avant Facebook. Hein. Et donc, c'était vraiment le démarrage des blogs. Et je découvrais, en fait, tout ce que j'avais appris pendant mon master n'était absolument pas applicable. Parce qu'en fait,
quand j'avais appris la communication à Sciences Po, c'était le print, c'était voilà les outdoors et ainsi de suite. Quasiment pas de communication digitale. Donc j'arrive un peu, une fois de plus, quoi, un peu par hasard, dans un truc où j'ai aucune règle, quoi, en fait. Et donc, j'ai dû tout apprendre sur le tas. Et comment tu as rencontré Paulo Coelho? Comment ça s'est fait? Parce que c'est assez exceptionnel. Donc, c'était sa social media manager consultante. Donc, il est super connu. Comment ça s'est fait votre rencontre? En fait, Paolo, il me connaît depuis que je suis née. C'est mon oncle. Donc, j'ai connu Paolo toute ma vie, quoi. C'était mon oncle. Quand il voyageait dans le monde, je le rencontrais à Buenos Aires, à Lisbonne, en Espagne, ainsi de suite. Et quand j'ai fini mes études, j'ai commencé en fait à collaborer d'abord pour ma tante, sa femme, qui est donc artiste peintre, Cristina Oitzik. Et en fait, je faisais tout le travail de documentation de son travail parce qu'elle fait un travail un peu de land art. Donc, il y a beaucoup le processus de filmer, prendre des photos, écrire des textes et tout ça. Donc, j'ai commencé avec ça. Et Paolo, il voyait que ça se passait bien, que je travaillais correctement. Et il a eu la possibilité de partir faire le transsibérien. Et là, il m'a dit, Paola, j'ai envie de lancer un blog. Est-ce que ça te dit de lancer mon blog? Et là, je me rappelle de le regarder et de dire, j'ai aucune idée de comment faire ça, mais d'accord. Et ça te plaisait, ce côté un peu novateur dans ce que tu faisais? Oui et non, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai un côté où je vais dire oui et après paniquer. Parce que je me dis, comment je vais faire ça? J'ai aucune idée. Je sais pas du tout mon truc. Je sais pas. Mais en même temps, je me dis, bon, tu vas trouver des solutions parce que de toute façon, maintenant que tu t'es engagé, c'est le deal. Ouais. Et en fait, j'avais un ami à l'époque, un Turc, qui était étudiant en informatique à Jussieu. Et je l'appelle un peu catastrophée. Je dis, Soupi, j'ai besoin de lancer un blog, j'ai aucune idée de comment faire ça. Est-ce que tu peux m'aider? Et là, il était extraordinaire. On a déjà lancé le truc sur WordPress en 2005. Il était way ahead. Ah ouais. Ah ouais, non, mais c'était... Et donc, en fait, il m'a aidé à monter tout ça. Et Paolo, il était super content du résultat. Du coup, banco, j'ai commencé à m'occuper, de sa communication digitale. Et alors, justement, j'ai vu un peu dans tes dossiers de presse, tu dis que c'était l'auteur le plus googlé, Paolo. Comment tu as fait pour avoir ça? Est-ce que tu aurais des conseils un petit peu pour développer sa stratégie digitale? Ouais, dans le cas de Paolo, ce qui s'est passé, c'est aussi l'époque. C'est-à-dire qu'en fait, quand on a démarré en 2005, c'était 2006, 2007, c'était le Far West, vraiment, quoi. C'est-à-dire que il y avait quelques blogs, il y avait quasiment pas de réseau social. Je me rappelle quand MySpace est apparu, quoi. Et en fait, ce qui était intéressant, c'était que Paolo, il était déjà quelqu'un de très connu. Il avait déjà écrit L'Alchimiste, il avait déjà reçu des tas de prix, il avait déjà été traduit en, je sais pas, en des dizaines de langues et ainsi de suite. Et en fait, tout mon job, c'était de traduire sa notoriété réelle sur le web. Donc, on a démarré avec le blog qui a super bien marché. Après, quand les réseaux sociaux ont commencé à apparaître, on s'est mis sur tous les réseaux sociaux. J'ai vu tous les réseaux sociaux de France et de Navarre, des réseaux sociaux qui ont duré 3 mois. Genre, on rentrait dans chaque réseau social pour comprendre, en fait. Et donc, il y avait un peu cette frénésie de découvrir des nouvelles façons de communiquer. Et en faisant ça, on a créé, en fait, des points de contact avec ses lecteurs. Et c'était ça, en fait, que je pense a beaucoup permis le fait que Paolo était très googlisé parce qu'il était extrêmement actif, quoi. Et c'était un des rares. La plupart des auteurs ne faisaient pas ça. Il était un des premiers, en fait, à avoir compris. Et du coup, j'étais un peu, c'était lui, en fait, qui avait vraiment cette vision. Et moi, j'étais un peu comme une sorte de général, quoi. C'était OK, on va aller. Et ça, tu le conseilles encore d'être présent sur tous les réseaux? Non, absolument pas. C'est-à-dire qu'en fait, c'était vraiment les frénésies du début. Aujourd'hui, je dirais que mieux vaut avoir donc un site web. C'est super important d'avoir son chez-soi, de pas construire toute sa notoriété, disons, que sur les réseaux sociaux, parce que c'est comme si tu étais en train de construire ta maison sur le terrain qui appartient à quelqu'un d'autre.
Si du jour au lendemain, Instagram, YouTube décident et ce qu'ils font d'ailleurs assez souvent, changer les règles du jeu, ben on se retrouve un peu avec tout ce qu'on a construit, on se trouve dépossédé. Donc moi, je serais plus pour déjà avoir un site, avoir une mailing list, vraiment avoir les contacts en fait des personnes qui sont, disons, les vrais fans, les gens vraiment qui apprécient ton travail, et utiliser un ou deux réseaux sociaux vraiment comme vitrine. C'est-à-dire, grâce aux réseaux sociaux, on peut vraiment avoir cette visibilité qui apparaît. Grâce à cette visibilité, emmener les gens en fait vers des mailing lists qui font qu'après on peut communiquer de façon directe, quoi. C'est le conseil de bon sens, quoi. Ouais. Pour toi, les réseaux sociaux, ça serait peut-être pour gagner un nouveau public, mais pas forcément pour entretenir le public qu'on a déjà. Bah, en fait, c'est ça la chose. C'est-à-dire que quand on crée un nouveau public, il faut l'entretenir. Donc, c'est un travail en soi. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas simplement être présent et rien faire. Au contraire, bah, on sait que être sur les réseaux sociaux, c'est beaucoup de boulot. Parce qu'il faut créer du contenu, il faut que ça soit engageant, il faut qu'on puisse vraiment connecter avec l'audience, mais il faut jamais oublier de diriger cette audience. Vraiment, c'est comme une sorte de funnel. Je sais pas comment on dit ça en français, un entonnoir, quoi. Voilà, un entonnoir, c'est-à-dire qu'en fait, le réseau social, c'est là, voilà, on se présente, on entretient, on crée du contenu, mais il faut quand même avoir quelque chose qui permet aux gens d'arriver à une database qui nous appartient. Et c'est souvent, voilà, avoir le mail ou les numéros de téléphone des gens. Je vois pas mal de gens aussi faire des groupes sur Telegram et ainsi de suite pour justement avoir ce contact direct en fait avec leur audience et surtout avoir le contact, quoi. C'est-à-dire l'idée c'est de pas être tributaire des algorithmes tout le temps parce que c'est la danse, elle change très 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 souvent et ça peut être assez épuisant. En tout cas, ce sont des super conseils. Donc, tu as fait ça pendant 3 ans pour Paolo. Et ensuite, tu as été aussi consultante d'une très grande célébrité. Est-ce que tu peux nous raconter qui c'était et puis comment tu l'as rencontré? Ouais, donc en fait, j'ai travaillé 3 ans avec Paolo et pendant ces 3 ans, ben j'ai une fois dans une fête rencontré Cristina Cordula. Elle avait été invitée par ma tante parce que ma tante était très amie en fait de sa mère, qui travaillait à l'ambassade du Brésil, qui était voilà, elle travaillait avec l'art et ainsi de suite. Donc c'était, elles ont même collaboré ensemble, hein, la mère de Cristina et ma tante. Et un jour, comme ça, une fête, ben je rencontre Cristina. Et c'était très drôle parce que elle avait en fait un projet à ce moment-là avec Larousse pour faire un livre sur le relooking. C'était son premier livre, quoi. Donc elle avait déjà commencé à la télé et donc elle était en train de faire ce livre et je pense que c'était sa mère qui dit mais Paula, si tu veux postule, quoi, vois si elle te prend comme cobaye de son livre. Et moi, je dis bah je connaissais rien, quoi. Je connaissais absolument pas le make-over, genre rien. Je dis ouais, ça peut être une super expérience et tout. Quand on m'a expliqué que voilà, on allait couper mes cheveux, me maquiller, me dire qu'est-ce qui me va, je dis bah cool, quoi, génial. Et du coup, je vais au casting et je suis retenue, quoi. Donc j'ai été cobaye de son tout premier livre. Donc ça, c'était la première fois en fait que j'ai eu contact avec Christina. Et j'ai adoré sa personnalité, quoi. C'est quelqu'un de solaire, quelqu'un de drôle. En plus, bon, on est toutes les deux brésiliennes, donc il y a le côté carioca et tout ça. Donc, on s'est super bien entendu. Et quand j'ai fini de travailler pour Paolo, il y a eu un peu un moment de flottement pour moi. Et je me rappelle, comme ça, de dire, tiens, je vais appeler Christina pour savoir comment elle va. J'avais absolument pas d'idée, en fait, derrière la tête de travailler avec elle ou quoi que ce soit. C'était vraiment, tiens, comment elle va, Christina? Et c'était donc en 2009. Et là, on se donne rendez-vous, on va déjeuner ensemble. Et là, elle me dit, Paula, c'est la crise des subprimes, c'est terrible en ce moment en France, machin, nanana, je sais pas quoi faire. Il faut vraiment que je trouve pour mon agence, parce qu'elle a une agence de relooking à Paris, il faut trouver une façon de communiquer. Et là, je la regarde, je dis, bah, si tu veux, laisse-moi voir ton site. Quand j'ai vu son site, il était en flash. Je dis, non, 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 non. Faut revenir, faut refaire le site. Est-ce que tu es sur les réseaux sociaux? Hein? Ah non, il va falloir qu'on travaille ta présence sur réseaux sociaux. Donc, du coup, avec Christina, j'ai commencé à travailler comme ça. J'ai refait son site, j'ai ouvert donc ses réseaux sociaux. Et là, maintenant, ça fait 14 ans, en fait, qu'on travaille ensemble. Et aujourd'hui, elle cumule, ouais,
plus de 6 millions, entre 6 et 7 millions de personnes, tout réseau confondu. On a fait un méga travail. Donc, évidemment, le site, depuis, il a eu plusieurs making over. Et on a construit aussi sa mailing list. Donc, en fait, on a fait tout un travail de présence digitale. Comment c'est de travailler avec elle? Elle est comme on peut la voir à la télé, c'est la même personne? C'est exactement la même personne. Peut-être à la télé, on voit moins, parce qu'évidemment, la télé, c'est quand même un média de divertissement. Peut-être les gens peuvent sentir, mais peut-être c'est pas aussi explicite, mais c'est quelqu'un qui est très exigeant. Elle a vraiment un souci du détail, de la qualité, que les choses soient vraiment précises et ainsi de suite. C'est vraiment une grande bosseuse, ça sans aucun doute, et quelqu'un voilà qui a un critère d'exigence qui est assez élevé. Donc en travaillant pour elle, en fait, ce qui était intéressant, c'est que donc j'ai commencé avec la communication digitale et en fait très vite, elle m'a proposé en fait de faire d'autres trucs. Donc, par exemple, écrire des livres, parce que donc elle faisait évidemment le concept, les looks et ainsi de suite. Donc parce qu'en plus c'est une grande machinerie, quoi. Elle travaille avec des stylistes et tout ça. Et moi, j'étais un peu le journaliste, quoi. Genre, je prenais les notes, je brainstormais et tout ça. Donc elle m'a ouvert la porte en fait vers le monde de l'édition parce que comme ça j'ai pu écrire des livres en tant que journaliste pour elle. Elle m'a aussi ouvert les portes en fait de la télé. Parce qu'à un moment donné, elle avait une émission pour Teva et elle avait besoin d'un rédacteur en chef. Comme j'écrivais pour son blog, c'était très logique que je fasse ça. Donc j'étais rédactrice en chef d'une émission du coup de mode pendant 8 ans. Alors que la mode aussi, c'était un truc que je connaissais à peine, quoi. Donc j'ai appris énormément grâce à elle. Et voilà, quoi. Donc en fait, je dirais que pour moi, les années 2010-2020, ça a été vraiment une sorte d'ouverture sur d'autres moyens de communiquer. Donc, je viens du web, mais très vite, j'ai pu faire du print et faire de la télé, quoi. Mm. Tu dirais que tu étais un peu son bras droit? Oui, pendant cette période, oui. C'est sûr. Maintenant, les choses ont un peu évolué. Elle a notamment Valentina qui s'occupe de son agence, qui pour le coup aujourd'hui est plus son bras droit par rapport à tout ça, parce que voilà, c'est quelqu'un qui est vraiment dédié tout le temps, disons, au travail avec Christina. Et moi, entre-temps, j'ai eu besoin en fait de développer d'autres choses. Ouais. Et alors, tu étais rédactrice en chef pour son émission de télé et j'ai un peu du mal à voir qu'est-ce que ça représente comme métier, comme travail. Qu'est-ce que tu faisais concrètement Donc, en fait, c'était une émission hebdomadaire sur Teva qui s'appelait Magnifique. Magnifique by Christina. Et donc, donc il y a eu plusieurs formules. Vers la fin, donc elle était toujours en binôme en fait avec un garçon, un présentateur. Et en fait, dans cette émission, mon job, c'était me mettre d'accord avec elle et la prod des thèmes, de quoi on va parler. Une fois qu'on était d'accord sur les thématiques, parce qu'en plus, quand on faisait une journée de tournage, on tournait 4 émissions en une journée, quoi. Donc, il y avait quatre, disons, thématiques par émission. Multiplie ça par 4 émissions, donc il y avait 18. Parfois, c'était entre 3 et 4 émissions par jour, ça dépendait. Donc, l'idée, c'était d'écrire, en fait, les scripts disons, de la thématique. Donc, disons, on va parler de la tendance frange. Faut faire une intro, mais tout ça pour le prompteur, une sorte d'intro. Comment on hiérarchise les informations. Et après, il y avait tout le boulot de recherche iconographique, d'aller trouver sur Getty, aussi sur les blogs de lifestyle et ainsi de suite, les images en fait. Donc c'était un boulot colossal, c'était énorme. Je travaillais vraiment énormément, mais c'était super formateur, quoi, parce que j'ai appris. Ouais, c'est comme si j'avais fait une école de mode pendant 8 ans, quoi. J'ai appris énormément sur l'histoire de la mode, parce que parfois on faisait des rubriques aussi sur des créateurs, sur l'histoire de certaines pièces. Donc c'était toujours très varié, quoi. C'était très intéressant. C'est vrai qu'on n'imagine pas tout le travail qu'il y a derrière. Et donc, ouais, c'était une vie assez stressante pour toi. Tu as fait ça pendant 10 ans, à peu 8 près. ans. 8 ans. L'émission, c'était de 2012 à 2019.
Non, c'était de 2011 à 2018, donc 7 ans. 7 ans. Ouais, 7 ans, plus les années avec Paolo, à peu près une dizaine d'années de ta sortie de Sciences Po. Et comment alors l'astrologie est entrée dans ta vie? Bah, en fait, ce qui s'est passé, c'était que donc c'était fascinant de travailler pour Paolo et c'était toujours très intéressant de travailler pour Christina. Mais au bout d'un moment, j'avais un peu ce sentiment d'être le messager de quelqu'un d'autre. Et je me suis posé la question, vraiment franchement, quoi. Je me suis dit, ok, est-ce que ça te comble d'être le mercure de quelqu'un? Et quand j'ai répondu à cette question honnêtement, je me suis dit non. J'ai pas envie d'être que le mercure des autres. J'ai aussi moi envie de transmettre mes idées, quoi, ma sensibilité, parce que le travail artistique, d'ailleurs, j'avais démarré, je faisais du collage digital dès 2008, quoi. À l'époque de Paolo, déjà, j'avais commencé. Et donc, je sentais qu'il y avait quelque chose, j'avais besoin, en fait, de canaliser ce qui me traversait, quoi. Et donc, je sentais la frustration qui montait de plus en plus par rapport à cette question de dire, OK, tu vas te contenter simplement de transmettre le message des autres. C'est là, en fait, où j'ai dû faire une sorte de travail d'introspection assez poussé, où je me suis dit, bah, d'accord, ben, t'as envie de transmettre quelque chose, t'as envie de transmettre quoi? C'est genre, le chemin facile qui se dessinait à moi, c'était, ok, ben, donne des cours de com, fais des cours de communication digitale, c'est le plus simple. Et je me suis posé la question, est-ce que ça va me combler, ça? Et là, j'étais très honnête avec moi-même. Je dis non, c'est pas ça qui va me combler. J'ai pas envie de transmettre, parce que pour moi, le truc, c'est que je vois le panorama de la communication digitale. Je trouve ça super intéressant, mais c'est pas une passion. C'est pas un truc où voilà, je suis aux aguets par rapport aux nouvelles, machin. C'est pas une passion. C'est quelque chose que j'aime bien, mais c'est pas une passion. Plus je me demandais, bah ok, donc si c'est pas ça, qu'est-ce que tu vas transmettre, quoi, comme message? C'est quoi ton message? Et j'ai eu comme une sorte de moment, comme ça, une petite voix. Je jure, c'est vraiment une voix, quoi, qui dit, on peut appeler ça la voix de l'intuition, je sais pas, mais il dit astrologie. Et là, je me rappelle de me dire, mais attends, c'est complètement dingue, je suis pas astrologue, c'est quoi ce délire? Ouais. J'avais jamais considéré être astrologue, quoi. Et là, je dis, mais je suis pas astrologue. Et puis, toujours la petite voix qui dit, bah, deviens-le. Et là, c'était genre, what? Et je me suis dit, bah, ok, je vais apprendre. Je vais prendre ça au sérieux, je veux apprendre. Et là, j'ai fait des recherches et je suis tombée, en fait, sur une université d'astrologie à Londres où je pouvais suivre les cours à distance via Zoom. Et je me dis, bon, ok, tu vas apprendre l'astrologie, tu vas voir si c'est effectivement ce qui te plaît, parce que bon, d'accord, la petite voix te parle, faut que tu fasses l'astrologie, machin, mais maintenant, il faut quand même se coltiner le truc et voir si effectivement t'as envie. Et quand j'ai commencé mes cours, j'avais vraiment l'impression de rentrer dans une demeure que je connaissais déjà. C'était incroyable, quoi. C'était tout ce qui m'avait toujours passionné, finalement, était quelque part condensé en un savoir, quoi. Mythologie, astronomie et philosophie, quoi. Donc finalement, quoi, j'ai été face à quelque chose qui me comblait. Et t'avais déjà eu des intuitions comme ça avant? En fait, c'est ça la chose. Quand je travaillais avec Paolo, il avait beaucoup cette question des signaux. Et mine de rien, en travaillant avec lui, ben, je traduisais aussi beaucoup ses textes, quoi. Donc évidemment, qui m'a beaucoup marqué en beaucoup de choses, parce que il y avait beaucoup cette notion de, ben, écoute ton intuition et regarde les signes, imprègne-toi de ce que dit ton âme, quoi. Genre, ne te laisse pas duper par la peur, les attentes, ce que les autres attendent de toi. Donc ça, c'était un peu l'école Paolo, quoi. C'était ok, prends des risques pour devenir qui tu es, quoi. Parce que si tu le fais pas, tu vas passer à côté de toi-même, quoi. Et j'avais ça vraiment chevillé au corps, quoi. Je me suis dit, et c'est ça d'ailleurs, je pense, qui m'a aussi mené vers ce questionnement, quoi. Est-ce que c'est suffisant pour moi d'être juste, de faire un travail pour les autres, ou est-ce que moi aussi j'ai quelque chose à transmettre? Donc il y avait tout ça qui était là. Et donc je pense que petit à petit, j'étais en train d'écouter de plus en plus en fait mon intuition et
et de faire des choix qui n'ont rien à voir ni avec la sécurité, ni l'argent, C'était vraiment des choix qui étaient basés sur qu'est-ce qui me fait rêver, quoi. Qu'est-ce qui me donne de l'enthousiasme. Et du coup, ça te mène vers des choix qui peuvent paraître totalement fous aux yeux de ta famille, de la société et tout ça, mais t'es en train de t'écouter, quoi. Quel lien avec l'astrologie t'avais déjà eu avant cette révélation? En fait, j'avais déjà fait des lectures de thèmes avec des astrologues. J'avais fait une première lecture de thèmes quand j'avais la vingtaine à Rio, qui avait été super intéressante. Mais la dame, en fait, je lui avais donné le mauvais horaire de naissance, donc je me rappelle qu'elle me racontait des trucs sur moi et je me reconnaissais pas dedans. Mais c'était pas de sa faute. C'était moi, en fait, qui lui avais offert un mauvais horaire, quoi. Mais c'était pas grave, c'était super intéressant. Et après, en fait, quand j'étais enceinte de ma deuxième fille, c'était donc en 2014, je vais à une soirée et quelqu'un me dit ouais, j'ai fait une lecture de thème avec une astrologue qui est à Boulogne, elle est géniale. Et moi, ça m'est resté, j'ai dit tiens, ça fait un petit moment que j'ai pas fait une lecture astrologique, tiens, je vais aller la voir. Et donc je suis allée la voir, elle m'a fait une lecture qui était super intéressante et surtout après la lecture, elle me dit vous savez, j'anime des cours d'astrologie. Est-ce que ça vous dirait de venir à un des cours? Et moi, je la regarde et je dis, waouh, il existe des cours d'astrologie. Genre, vraiment, je venais de loin. Hein. Et en fait, je vais à ce cours et elle était en train de décrire, voilà, le mythe d'Hercule, les 12 signes du zodiaque, et Hercule comme étant le soleil, et chaque signe, c'est comme une sorte d'épreuve et tout ça mythique. Et j'ai trouvé ça fascinant, quoi. Mais ce truc était resté comme ça, elle était un peu larvaire, quoi. Et voilà, c'était resté là, j'avais trouvé ça super intéressant et je pense que c'était la petite graine en fait qui a mis un petit peu de temps et après elle a émergé comme intuition et après ça a été le travail de dire OK, est-ce que c'est vraiment ça? Je vais travailler, comment je fais et ainsi de suite. Et alors toi, c'est quoi ton signe astrologique? Je suis vierge. T'es vierge et tes ascendants? Capricorne. Ah, et moi toi? je suis Capricorne. Capricorne. Et c'est quoi ton ascendant? Taureau. D'accord. Moi j'ai une lune en taureau, très terre aussi. Lune, moi je suis Sagittaire. Alright. C'est marrant parce que toi, t'as pas trop de signes plus créatifs. J'aurais imaginé avec un signe un peu. Mais j'ai un stellium en balance. Hein. Beaucoup de planètes en balance, mais disons que quand on me demande, OK, c'est quoi ton soleil? Vierge, ton ascendant Capricorne et ma lune, taureau. Donc, ça fait vraiment terre, terre, terre. Ouais. Mais j'ai beaucoup d'air. Donc, et notamment balance, qui est donc vraiment dans ce rapport à l'autre et aussi dans une quête esthétique, quoi. Donc, je pense que c'est la balance, en fait, qui tire le côté artistique. Et t'arrives à deviner un peu les signes astrologiques des gens que tu rencontres? Parfois oui, parfois non, parce qu'en fait, ce que je me dis, c'est que quand je rencontre quelqu'un, je suis surtout en train de regarder son ascendant, pas nécessairement son soleil. Et après, en fait, j'essaye aussi quand je suis dans des situations, disons, sociales, de pas être trop l'astrologue de service, quoi, parce que sinon... Tu mets ça de côté. Parce que mon mari me dit déjà, mais t'es complètement obsessionnel, en fait. Je dis oui, je sais. Et donc, en fait, j'essaye de pas parler d'astrologie, mais à chaque fois, c'est un peu raté. Mais j'essaye de pas trop projeter ou essayer, parce que de toute façon, on a le zodiaque en nous, en fait. Et ce qui est intéressant, c'est de regarder, en fait, comment la personne, elle se construit par rapport à ces différentes énergies, quoi. Et donc d'avoir un portrait qui est plus précis que simplement le soleil ou l'ascendant ou la lune. Et alors c'est marrant parce que j'ai une invitée du podcast qui m'avait dit qu'après 30 ans, on est plutôt son ascendant, qu'on s'éloigne un peu de son premier signe. Est-ce que tu es d'accord avec ça? En fait, c'est ça la chose. C'est-à-dire qu'en fait, l'ascendant, c'est quoi? C'est comment je vais vers le monde, c'est aussi comment je perçois les choses et comment les gens me perçoivent. C'est un peu l'image, c'est un peu le persona, quoi. On dit d'ailleurs souvent ça de l'ascendant. Donc, le truc, c'est si tu t'orientes dans ta vie à être de plus en plus, disons, le persona, cette image, ce masque, c'est pas que le masque, un ascendant, c'est vraiment une fenêtre, une porte. Hein. Oui, tu peux devenir de plus en plus ton ascendant, mais moi, je crois pas trop à ça parce que je trouve qu'un être humain, en fait, il a quand même 4 grands piliers, en fait, astrologiques, quoi. C'est-à-dire le soleil, l'identité,
l'ascendant, comment je vais vers le monde, la lune, de quoi ai-je besoin émotionnellement, et puis le milieu du ciel qui est mon image sociale, quoi. Donc en fait, on est vraiment, c'est comme une table, quoi. On a besoin de ces 4 piliers pour être un individu. Donc je trouve que quand on dit on devient plus un pilier par rapport aux 3 autres, j'ai des doutes, quoi, parce que à chaque fois que je fais une lecture de thème, je démarre par l'ascendant, parce que je trouve l'ascendant, c'est vraiment la porte d'entrée, quoi. C'est-à-dire que quand tu vas rentrer dans le château de quelqu'un, tu passes par cette porte d'entrée, mais c'est une porte d'entrée, quoi. La personne, elle est beaucoup plus complexe, et du coup, elle devient pas. Ben, on peut peut-être devenir que la porte d'entrée de soi, mais je trouve ça un peu triste. C'est un peu réducteur. Ouais. Et comment ça s'appelle le 4e signe? Le milieu du ciel. En fait, le milieu du ciel, quand on fait un thème astrologique, on a en fait 4 points, 2 axes qui s'appellent d'ailleurs la croix de l'incarnation. J'adore ce terme. Et la croix de l'incarnation, c'est ça en fait qui te permet après de mettre les maisons, de dessiner les maisons. Donc on a l'axe ascendant-descendant et on a l'axe fond du ciel, milieu du ciel. Donc ascendant-descendant, c'est moi et mon rapport à l'autre. Fond du ciel, milieu du ciel, c'est mes racines et qu'est-ce que je présente au monde. Donc le milieu du ciel, c'est un peu les fruits de l'arbre, quoi. C'est-à-dire, ok, qu'est-ce que je présente aux autres? Comment je veux marquer les esprits? Quel est mon message? Et donc c'est le signe qui est là, qui va donner un peu cette tonalité et cette orientation. Et alors, toi, tu fais des consultations justement. Donc, qu'est-ce que tu fais un petit peu? Donc, tu fais le thème astral. Tu vas faire aussi un peu justement l'avenir. J'ai du mal un petit peu à distinguer les deux. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton activité? Ouais, bien sûr. Donc, en fait, en astrologie, on part toujours du thème de naissance de quelqu'un. Donc ça, c'est le thème astral, le thème de naissance, la nativité. On appelle ça la nativité. Et la nativité, en fait, c'est vraiment une sorte d'arrêt sur image sur le moment de la naissance de quelqu'un. C'est quasiment comme si on était en train de regarder, si tu veux, les informations qui sont présentes dans un peu l'ADN de l'âme de quelqu'un, quoi. Ah, ok, comment cette personne, qui est cette personne? Et c'est super intéressant d'aller explorer ça, non pas pour enfermer quelqu'un, parce que jamais utiliser le ciel pour enfermer quelqu'un, c'est une contradiction dans les termes, mais de simplement d'aller explorer avec la personne son identité, quoi. Et son identité, elle est riche, multiple et profonde, quoi. C'est-à-dire qu'on peut aller très, très, très profondément dans la psyché de quelqu'un. Ça, c'est le thème astral. Donc ça, c'est, disons, c'est toujours le début, c'est ça. Après, évidemment, on est soumis au temps. Et donc, comme tu as un gland de chêne, donc le thème astral, c'est le gland de chêne. Donc, on va voir en fait qu'est-ce que c'est que, le projet, disons, de l'âme de cette personne, de la psyché de cette personne. Et après, ben, ce gland, il est en train de se développer dans le temps. Et tu sais, c'est les fameux anneaux, quoi, tu sais, d'un tronc d'arbre. Et ça, en fait, c'est les techniques qui seraient des techniques plus prédictives, qui parlent, donc, par exemple, il y a plusieurs, hein, mais il y a les transits, de regarder, en fait, comment le ciel actuel est en train d'interagir avec le ciel de naissance de quelqu'un. Donc, on est soumis au temps, quelles sont les thématiques, donc quel cycle on est, quels sont les challenges, quelles sont les fluidités. Donc, c'est quasiment comme si on pouvait vraiment faire une sorte de météo personnalisée, si tu veux, de la personne, quoi. Et c'est fascinant parce que ça donne toujours, en fait, une sorte d'orientation. Parce que le ciel, il sert à ça, en fait, depuis toujours, même de façon très matérielle, contingente. Les navigateurs ont besoin du ciel pour s'orienter en mer. Les aviateurs ont besoin du ciel pour s'orienter. En fait, le ciel a toujours été un instrument d'orientation. Et dans notre époque moderne, on pense que l'orientation, elle est que matérielle. Mais en fait, cette orientation, elle vient aussi parler de choses plus internes, de l'ordre, effectivement, quelle est l'orientation de ma vie? Donc, quel moment de ma vie je suis? Quel est le cycle, en fait, dans lequel je suis insérée? Et quand on commence à voir ces infos-là, on est beaucoup plus serein, quoi. Parce qu'on comprend que les choses prennent un certain temps. Si on est dans un moment, disons, un peu de doute ou qu'on est un peu perdu, c'est super d'aller voir un astrologue parce que l'astrologue, il peut dire, bon voilà, ce qui est en train de se dessiner, c'est de cette nature. Regarde le temps, ça a commencé plus ou moins ici, n'est-ce pas?
Et c'est incroyable de voir comment on est comme une sorte d'horlogerie, quoi. C'est super intéressant. Et on peut dire, voilà, si t'es dans un moment de flou, sache que ça va durer tant de temps. Et là, waouh, c'est comme si tu étais dans un tunnel et tu sais que même si tu vois pas la sortie au bout, il y a une sortie, quoi. Donc, ça aide énormément, en fait, à s'orienter, à comprendre où est-ce qu'on est, quoi. Donc, c'est pas tellement... et c'est vrai que quand on connaît pas, on peut être un peu du genre, mais comment tu sais, tu vois l'avenir. Et en fait, c'est ce que j'essaie de transmettre d'ailleurs aussi par mes cours, par mes livres, c'est dire non, c'est un langage en fait. C'est comme si tu commençais à lire un roman et tu étais face à quelqu'un qui est un spécialiste en fait de comment construire une trame, disons, de romanesque. C'est pas que cette personne a un super pouvoir, c'est simplement que cette personne, elle comprend les rouages de comment un récit se développe. Et c'est la même chose en astrologie, quoi. C'est-à-dire que si on apprend ça, ben oui, on peut savoir où est Vénus dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, 500 ans, quoi. Parce que le ciel, c'est comme une horlogerie, quoi. Donc on peut avoir cette sorte de prédiction. Mais toujours savoir amener ça et de coller aussi à la réalité de chacun. Parce que chaque personne va avoir, par exemple, tu peux avoir un ciel très similaire à quelqu'un d'autre, mais tu as fait des choix et tu as vécu dans une culture ou dans un pays qui ont fait que les archétypes se sont manifestés d'une certaine façon, et puis quelqu'un qui aurait le même ciel, ben, va vivre dans une autre culture, ça va se manifester différemment. Donc le travail de l'astrologue, c'est déjà de comprendre à qui il a affaire, et du coup d'interpréter aussi en prenant en considération des tas d'autres informations qui sont pas que astrologiques, quoi. Un transit par une maison 5, parce que la maison 5, par exemple, parle de créativité, parle d'amour et parle d'enfant. Si tu as des transits qui sont en train de passer par la maison 5 et t'as pas d'enfant, bah évidemment qu'il faut que l'astrologue il s'adapte. Parce qu'il va dire, bah voilà, si t'as pas d'enfant et que c'est pas du tout dans ton projet d'avoir des enfants, on va du coup se concentrer sur la partie expression personnelle, créativité, et ainsi de suite, tu vois. Et donc c'est avec toute cette sorte de, un peu de bon sens et de délicatesse, quoi, on est capable en fait de donner des orientations. C'est vrai qu'on a un petit peu oublié que c'était une science, je pense peut-être aussi avec certaines personnes qui faisaient de l'astrologie sans vraiment savoir, tu vois, dans les magazines un peu, parfois, je sais pas vraiment qui écrit derrière, si c'est des vrais astrologues. Je pense que c'est un peu ça l'image qui a été faussée pour le public. Et justement, toi, tu as un livre, donc S'initier à l'astrologie, paru l'année dernière en mars 2022 aux éditions Larousse. Alors maintenant, il est disponible partout pour les auditeurs qui voudraient se former. Je trouve ça super intéressant. Donc, c'est pour créer son propre thème astral. Et tu organises aussi des retraites. Alors, la prochaine retraite, c'est Cocon Burning Heart Woman. Je sais pas si je l'ai bien dit. Burning Heart Woman, c'est un peu en miroir de Burning Man. Ouais. Et donc, ça sera du 16 au 22 juin en Corse. Et alors, est-ce que tu peux nous raconter un peu qu'est-ce que c'est ces retraites et puis comment t'en as eu l'idée? Oui, en fait, donc déjà pour le livre et les cours d'astrologie, ça je fais via Zoom, justement, je fais ça beaucoup online. Pour la retraite, en fait, c'est pas du tout mon idée. En fait, c'est toujours, c'est Stéphanie Lafranc, qui sur Instagram s'appelle La Tisanière Tatouée. Et en fait, elle est énergéticienne et puis elle est très 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 versée dans tout ce qui est rituel et ainsi de suite. Elle est vraiment une femme fascinante, Sagittaire d'ailleurs. Et elle a eu l'idée en fait de créer cette retraite en Corse. Et le concept de la retraite, c'est une semaine pour travailler différents aspects en fait de soi. Donc il y a elle va travailler sur la question énergétique, donc avec des rituels d'ailleurs qui permettent de rallumer la flamme et ainsi de suite. Donc c'est super intéressant. Elle s'est associée avec une prof de yoga qui du coup, Natacha fait du yoga, qui donne aussi des cours de yoga qui permettent effectivement de travailler avec beaucoup de mantras. Elle travaille beaucoup avec des mantras, c'est magnifique.
avec moi, astrologue, et du coup, j'anime en fait des ateliers d'astrologie pour les participantes dans lesquels on va regarder le moment actuel et comment cela est en train d'impacter leur ciel. Et une artiste qui s'appelle Vico. Et en fait, elle fait des ateliers de créativité, justement, de construire de dessiner ou de construire en fait des objets qui sont un peu dans la tradition de Jodorowsky, un peu de la psychomagie, quoi. Donc en fait, c'est une retraite qui permet disons, de se reconnecter à soi et d'avoir ce moment de ressourcement, tout en travaillant, disons, des aspects, disons, plus profonds en fait de notre personnalité. Et c'est vraiment dans un endroit magnifique et on a déjà fait ça l'année dernière et c'est transformateur, quoi. C'est magnifique comme expérience. Bon, alors je mettrai le lien pour les auditeurs qui voudraient Merci. à la fois commander ton livre et puis aussi s'inscrire à la retraite. Alors, est-ce que tu peux nous dire un peu toutes les activités que tu fais en ce moment? Parce que c'est vrai qu'on en a un petit peu parlé par touche, mais si tu peux présenter peut-être globalement tout ce que tu fais. Je suis d'abord, je dirais, artiste. Je fais en fait du collage digital depuis maintenant 15 ans, facile. Donc, je crée des images, donc je vais sur des fonds de musées et ça c'est aujourd'hui on vit dans une époque extraordinaire pour ça parce qu'on peut vraiment se balader partout et avoir des tonnes d'images. Et moi en fait je suis un peu comme une sorte de DJ visuel. Je vais aller récupérer des images, je les remixe et je fais des nouvelles images avec. Donc je suis artiste, je suis auteur. Donc avec mon mari on a écrit des livres pour enfants. On a déjà écrit 2 albums jeunesse chez Larousse. Donc il était une fois des femmes fabuleuses. Et puis, il était une fois des pionniers fabuleux, donc on a fait ça pour les enfants. Je suis astrologue, donc je fais des lectures de thèmes via Zoom ou en présentiel dans mon cabinet. Là, je suis dans mon cabinet en Seine-et-Marne. Je donne des cours parce que je dirais que ma fonction première en tant qu'astrologue, c'est de transmettre le savoir astrologique. Et je fais toujours de la communication avec Christina. Donc, je travaille sur son Instagram beaucoup, donc je fais beaucoup de montage vidéo. Et voilà, donc ça, c'est les 4 grandes casquettes que je cumule en ce moment. Comment tu fais justement pour réussir à jongler entre toutes tes casquettes? Je suis en retard par rapport à tout. En fait, c'est ça, c'est-à-dire que déjà il faut heureusement que je suis vierge, quoi. Donc il y a un côté voilà, l'agenda il est organisé, mais je travaille beaucoup. Là en ce moment, je suis en train de faire un travail éditorial, je suis en train de faire un oracle des constellations et ça c'est quelque chose qui est en train ça va sortir en fin d'année et le travail graphique est énorme, quoi. C'est-à-dire que je suis en train de faire 34 cartes, c'est comme si j'étais en train de faire une mini expo, quoi, en fait, sur les constellations. Donc je suis en train d'aller me balader dans la voûte céleste avec tous ces mythes et tout ça. Donc ça me prend beaucoup de temps. Donc là, j'ai pas de week-end, j'ai pas de soirée. Je demande à mon mari de m'aider parce que là, je dis je dois tenir le deadline. Et voilà, quoi. Donc c'est beaucoup de travail, mais après c'est un peu l'idée, c'est que ce que je me dis, c'est que voilà, il faut battre le fer quand il est chaud et essayer de transmettre un maximum, quoi. Vraiment cette question de la transmission pour moi, elle est centrale, quoi. Donc je peux pas faire autrement et bon, évidemment que j'essaie de caser un minimum d'équilibre avec la vie familiale parce que j'ai 2 enfants. Donc effectivement, je travaille beaucoup, mais après, il y a les repas qui sont très importants, aller se balader dans la forêt parce que je vis à côté d'une magnifique forêt, la forêt de Fontainebleau, avec les enfants. Donc il y a quand même ce côté d'être aussi très présente, mais c'est vrai que les filles me disent, maman, tu travailles tout le temps. T'as pas envie de choisir? Non, parce que les 2, j'ai besoin des 2, quoi. Et c'est vrai que après, mon tropisme, c'est que si on me laisse, effectivement, je travaille tout le temps. Et c'est bien d'avoir une famille parce que ça me ralentit un peu. Ça me dit non. T'as aussi besoin de respirer, de bien manger, de bien dormir, de marcher, tu vois. Et alors, justement, quel conseil tu donnerais aux auditeurs qui ont comme ça envie de faire plein de choses et qui sont un petit peu perdus pour trouver leur nouvelle activité? Comment t'as fait toi pour te structurer un peu toutes tes activités, te dire ok, ça va être ça que je vais faire maintenant? En fait il y a plusieurs choses. Je pense que si par exemple quelqu'un est perdu par rapport à une orientation, qu'est-ce que je vais faire parce qu'en fait je pense que souvent, peut-être je me trompe, mais j'ai l'impression que souvent ça se passe comme ça. On est frustré, on est de plus en plus frustré et en fait on se dit il y a un truc qui tourne pas rond, quoi. Et quand ça tourne pas rond, c'est là en fait où je trouve c'est super important
d'avoir un moment d'introspection. Et ce moment d'introspection, c'est un moment en fait qui nous permet de se poser des vraies questions, quoi. Et du coup, au moment de répondre à ces questions, de pas répondre ni avec la peur, ni avec les attentes des autres. C'est vraiment s'écouter, quoi. Et si la réponse qui apparaît est complètement barjot, c'est souvent la bonne. Parce que tu es en train de faire finalement quelque chose qui vient vraiment de toi, quoi. Ça, c'est un premier truc. Et après, quand on a trouvé, disons, quelque chose qui nous anime, c'est un peu ce que disait Joseph Campbell, follow your bliss, quoi. Suis ce qui t'anime, quoi. Suis ce qui t'illumine, quoi. Ne fais pas des choix dans ta vie basés sur la peur, parce que ça te mènera. C'est aussi Steve Jobs qui disait ça, quoi. Si tu dois faire quelque chose, fais quelque chose qui te passionne vraiment, parce que tout prend du temps. Tout va te prendre de l'énergie, autant faire un truc qui te donne de l'énergie, quoi. Donc, va vers ton énergie. Et une fois que tu commences à développer ça, moi, je suis pas du tout partisane, en fait, de la politique de terre brûlée. C'est-à-dire que, OK, je sais ce que je veux faire, du coup, je me lance, et tant pis. Tu vois, moi je trouve qu'on peut tout à fait cumuler différentes activités parce qu'il y a aussi cet aspect matériel, hein, de payer le loyer, de manger. Et aussi, je dirais que quand on trouve vraiment quelque chose qu'on aime beaucoup faire, il faut qu'on ait un peu une attitude, un peu comme le Petit Prince avec sa rose, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, il faut vraiment s'occuper de ça et dire, je vais pas mettre toutes mes responsabilités sur un projet qui est naissant. Je vais prendre le temps que ça puisse fleurir, s'épanouir, et quand ça sera suffisamment fort, bah là, je peux enlever le dôme et vraiment pouvoir peut-être vivre de cette activité, quoi. Mais il faut vraiment se donner le temps, en fait, de structurer quelque chose où un projet passion peut vraiment devenir un projet qui va devenir, disons, le seul projet ou le projet principal qui permet d'en vivre, quoi. Ouais, c'est un bon conseil parce que parfois, justement, on a une passion, on se lance à fond dedans et puis ça marche pas aussi bien, aussi vite qu'on le voudrait et on est un peu dégoûté, frustré. Et ça, c'est dommage parce que c'est comme si on prenait une toute petite rose qui est toute fragile, qui est toute délicate, qui est la rose de nos rêves, quoi, en fait. Hein. C'est vraiment... on attend tellement de cette belle rose, quoi. Et en fait, on met tellement de pression dessus, que en faisant ça, on peut tuer un rêve, quoi. Et je trouve ça dommage, quoi. Il faut comprendre qu'un rêve qu'on veut manifester dans le monde, il demande de l'attention, il demande de la délicatesse, il demande du temps, quoi. Donc ça se fait pas comme ça du jour au lendemain. Et si on peut, disons le boulot qui permet de payer les factures est là, et on fait ce projet passion à côté, et on se rend compte que petit à petit, le projet passion, il prend de plus en plus de place et arrive un jour où ça se fait naturellement de dire, OK, le boulot qui me permettait de payer mes factures, il est plus nécessaire. Je peux vraiment me concentrer que ce qui vraiment m'anime, quoi. Et ça me fait penser un peu à Philip Glass, le compositeur américain, qui jusqu'à ses 40 ans bien passés, il était chauffeur de taxi, quoi. Il composait, et il était chauffeur de taxi, et chauffeur de taxi lui permettait de payer ses factures, et puis voilà, et travailler sur ses compositions. Et aujourd'hui, c'est Philip Glass, quoi. Donc il y a tellement d'exemples comme ça, notamment chez les artistes, en fait, hein, de devoir cumuler, en fait, voilà, un boulot plus quotidien comme ça pour payer les choses, et puis avoir son projet passion à côté, et pour justement ne pas surcharger la passion. Ouais, il faut donner le temps. Et tu penses qu'une lecture astrale, justement, ça peut aider quand on est un petit peu perdu, quand on ne sait pas trop quoi faire comme reconversion? Bien sûr, parce que d'ailleurs, le fameux milieu du ciel dont je parlais, voilà, quels sont les fruits que je présente au monde, quand on commence à explorer ça, on a tout de suite une vision assez précise des possibilités, en fait. Parce que grâce aux signes, grâce aussi peut-être aux planètes qui sont là-dedans, on comprend, en fait, voilà, qu'est-ce qui pourrait être épanouissant en termes de messages qu'on veut apporter au monde, quoi. Et alors toi, ça serait quoi ton plus grand rêve professionnel? Mon plus grand rêve professionnel, c'est de transmettre, en fait. C'est de faire exactement ce que je suis en train de faire. Parce que je trouve que l'astrologie, d'ailleurs, j'ai un côté un peu militant là-dedans, hein, mais je voudrais vraiment
que les gens comprennent qu'on est face à un savoir qui est millénaire, qui n'est absolument pas superficiel ou charlatan. pas charlatan du tout. Ouais. On est vraiment face à quelque chose qui a c'est somptueux en fait quand on commence à travailler l'histoire de l'astrologie et c'est beau en fait. C'est d'une beauté. C'est comme si on pouvait se lire en fait dans un miroir qui est en train de miroiter notre âme quoi. Donc c'est quelque chose qui nous réconcilie avec nous-mêmes, qui nous donne une orientation, qui nous ouvre en fait sur le monde. Et quand on commence à rentrer là-dedans, c'est comme si ça devenait beaucoup plus difficile en fait de juger les autres, parce qu'on commence à comprendre qu'on a notre chemin à tracer, tu vois. Et donc c'est une école je trouve que quand l'astrologie elle est bien faite, parce que malheureusement aussi, hein, c'est ça, c'est comme tout. C'est-à-dire qu'en fait on peut être face à des personnes qui font de l'astrologie un peu comme de l'astrologie au marteau, quoi. C'est-à-dire que t'es comme si, c'est comme ça, oh là là, tel truc horrible. Je trouve que quand l'astrologie, elle est vécue comme ça, ben, elle est limitante, elle peut enlever l'espoir des gens. Et moi, je suis absolument pas partisane de ça. Pour moi, l'astrologie, elle est un outil, elle est là pour qu'on puisse s'ouvrir à soi et au monde. Et il faut pas avoir peur, quoi. Il y a pas de peur à avoir à partir du moment où on comprend que c'est un système de sagesse. C'est vrai qu'en tout cas, ça donne envie de s'y former. C'est vrai que pour l'anecdote, moi, je me suis rendu compte que, par exemple, je m'entendais mieux avec certains signes, en fait. On commençait à poser des questions, je me suis rendu compte que j'étais toujours avec les mêmes signes, en fait, autour de moi. Et toujours les personnes avec qui je m'entendais un peu moins, c'était aussi les mêmes signes. C'est marrant de se rendre compte que finalement, on a déjà... c'est déjà dans nos vies, en fait, sans qu'on se rende compte quand on y porte attention. Alors, donc je mettrai le lien pour les auditeurs qui voudraient se former avec toi. Alors, dernière question, c'est toujours la question que je pose à la fin. C'est quoi pour toi une reconversion réussie ? Une reconversion réussie, je dirais, c'est quand on fait quelque chose qui nous anime. Là, la cerise sur le gâteau, c'est faire quelque chose qui nous anime et qui nous permet de vivre confortablement. Ça c'est le jackpot, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, mais je dirais que le principal, c'est déjà de faire quelque chose qui nous anime. Et à partir du moment où ça, c'est là, la réussite matérielle, évidemment, c'est génial. Tu vois, j'ai beaucoup de terre. Qui suis-je pour dire ouais, la réussite matérielle, c'est pas important. Oui, ce l'est, mais ça devrait pas être le principal. Le principal, c'est de faire vraiment quelque chose qui nous anime. Et après, de se donner les moyens pour que ça puisse marcher matériellement. Mais d'abord, trouver ce qui nous anime. C'est crucial. En fait, c'est déjà une réussite quand on a trouvé ce qui nous anime. Et puis, il faut pas avoir l'angoisse du matériel, quoi. Non, pas du tout. Et pour moi, c'est le principal, il est là, quoi. Ça, c'est une reconversion réussie, c'est se réveiller tous les matins et d'être excité par la journée qui s'annonce, quoi. Ça, c'est et en même temps, et soyons très clairs, hein, c'est pas parce qu'on fait quelque chose qu'on aime qu'on n'a pas des moments de doute, qu'on n'a pas des moments de down, qu'on n'a pas même parfois des épreuves, quoi, compliquées sur le chemin. Mais si on est fidèle, en fait, à qui on est et à notre rêve, tu vois, c'est du Paolo tout craché. Si on est fidèle à ça, on arrive, je dirais, à avoir une vie qui nous enthousiasme, quoi. Une vie où on est acteur et auteur de nos vies, quoi. Et je trouve que ça, c'est la plus belle chose, quoi. C'est de vivre une vie où on est fier de notre vie, quoi. Tu vois, de dire, ok, je suis fière de ma vie, malgré toutes les complications, les difficultés, les machins, mais je suis fière de qui je suis, de ce que je fais et de ce que j'apporte au monde. Ça, c'est magnifique, quoi. C'est marrant parce que t'étais la messagère et maintenant t'as aussi, c'est le même message que tu donnes. Il est semblable. Un grand merci Paola, donc je mettrai tous tes liens pour les auditeurs. Merci beaucoup pour ton témoignage, c'était super inspirant. Merci infiniment Claire Vive pour cette opportunité. Si vous avez aimé l'épisode, abonnez-vous et laissez-moi un commentaire si vous écoutez l'épisode sur YouTube. Et si vous écoutez l'épisode sur Apple Podcast, abonnez-vous, laissez une note 5 étoiles et un avis. C'est ce qui donne le plus de visibilité à ce podcast. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à partager l'épisode sur les réseaux sociaux pour aider un plus grand nombre à oser la reconversion. Si vous voulez prolonger la discussion, rejoignez le groupe Facebook du podcast, je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. Ensuite, si vous cherchez toutes les notes avec les références, allez dans le détail du podcast.
Si vous souhaitez devenir annonceur, me proposer un invité ou me poser vos questions, je serai ravie d'y répondre sur Instagram ou sur YouTube sous le pseudo Claire Virose ou par mail à l'adresse clairevirose@gmail.com.